La cellule cancéreuse recèle encore bien des mystères et des secrets que les chercheurs tentent de décrypter. Mieux la comprendre doit permettre de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Cette présentation, préparée par les docteurs Christine Jean et Bastien Gerby du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse Oncopole, vous propose une autopsie de cette cellule folle. Le développement du cancer est considéré comme un processus multi-étapes caractérisé par l'accumulation progressive et successive d'altérations génétiques ou plus vulgairement d'acquisition de mutations au sein du génome des cellules normales. Autrement dit, au sein d'un tissu normal composé de cellules normales, par exemple la peau, la prostate, le pancréas ou bien aussi le sang, on va assister à l'acquisition d'une première mutation qui va introduire des propriétés aberrantes aux cellules normales et induire l'émergence de ce qu'on appelle des cellules souches cancéreuses ou cellules initiatrices du cancer. Puis, c'est l'acquisition de mutations secondaires qui va provoquer l'accumulation de mécanismes qui vont induire la transformation tumorale et le développement du cancer. Ces cellules cancéreuses vont être soumises à un processus d'évolution et de sélection pouvant également conduire au développement de métastases et donc à la dissémination des cellules cancéreuses vers les autres organes. L'apparition d'un cancer est un mécanisme multi-étapes et nous allons l'illustrer en prenant l'exemple d'une leucémie qu'on appelle leucémie aiguë lymphoblastique. C'est un cancer liquide qui affecte les lymphocytes du sang et qui touche en particulier les enfants et les jeunes adultes. Lorsque ces enfants développent le cancer et qu'ils arrivent à l'hôpital, ils sont déjà dans la situation où les cellules cancéreuses sont transformées et sont porteuses de toutes les mutations, mutation 1 et mutation 2. Il est alors très difficile, voire impossible, d'identifier et d'étudier les cellules souches cancéreuses porteuses seulement de la mutation 1, qui était à l'origine de leur cancer. Néanmoins, il était possible de le faire, notamment dans l'étude de cas exceptionnels de sœurs jumelles, dont l'une développa une leucémie et l'autre pas. En effet, les vrais jumeaux partagent le même sang dans l'utérus avant la naissance, car ils sont issus du même placenta. Cette situation représentait une opportunité unique pour étudier l'histoire naturelle de la maladie. L'analyse moléculaire révéla la même mutation dans le sang des deux jumelles ayant donc eu lieu in utero. Et la deuxième mutation n'était présente que chez la jumelle malade. Cette observation fut donc la preuve d'un état pré-leucémique chez l'homme et a permis d'isoler et d'identifier les cellules à l'origine de leur cancer porteuses de la mutation numéro 1. Une cellule cancéreuse présente différentes caractéristiques. Une fois cancéreuses, ces cellules sont porteuses de plusieurs mutations qui vont induire leur prolifération anarchique et incontrôlée. Les cellules cancéreuses vont également présenter une forte instabilité génétique et acquérir d'autres mutations. Elles vont échapper à la mort cellulaire et vont avoir également la capacité d'envahir d'autres tissus, créant ainsi ce que l'on appelle des métastases. Mais il semble qu'il y ait autre chose d'extrêmement important et nécessaire à la progression tumorale. La réponse à cette question se trouve dans la théorie du docteur Stephen Paget, dont l'idée est de considérer que la cellule tumorale est une graine, laissant alors sous-entendre que, tout comme la graine, la cellule tumorale aurait besoin d'environnements particuliers pour pouvoir pousser. Dans le cas du cancer, ce terreau propice à la prolifération tumorale est appelé micro-environnement tumoral. Il faut savoir qu'à la base, le sol ou micro-environnement dans lequel se développe la cellule tumorale est très défavorable à sa croissance, et ceci est surtout dû à la présence de cellules dont la fonction première est de repérer les cellules anormales et de les détruire. Ces cellules sont les cellules immunitaires, notamment les lymphocytes, qui vont reconnaître les cellules anormales et les tuer avec l'aide d'autres cellules immunitaires comme les macrophages par exemple, qui vont jouer le rôle de nettoyeurs. Ce système de reconnaissance des cellules anormales est très efficace puisqu'il faut savoir que nous produisons chaque jour, des cellules anormales que notre système immunitaire reconnaît et détruit. Il y a également d'autres cellules, comme les fibroblastes, qui sont des cellules peu actives, présentes dans tous les organes et qui participent à l'organisation de ces organes via notamment la production de matrices, comme les collagènes par exemple. Alors, pour pouvoir se développer,
La cellule tumorale va modifier son micro-environnement grâce à la mise en place de nombreux systèmes. Le premier consiste à dire aux cellules immunitaires de ne pas les tuer. Cela passe par l'expression à leur surface de protéines appelées Don't eat me, c'est-à-dire ne me mange pas. En complément, les cellules tumorales vont dialoguer avec les macrophages de manière à ce qu'ils deviennent pro-tumoraux, c'est-à-dire qu'ils aident à la progression tumorale. Dans ce cas, au lieu de permettre le nettoyage des cellules mortes, les macrophages vont bloquer l'entrée des lymphocytes dans la tumeur. Du coup, les lymphocytes ne pouvant plus accéder aux cellules tumorales, ils ne pourront plus les tuer. Enfin, les cellules tumorales vont également dialoguer avec les fibroblastes afin de les activer, les réveiller en quelque sorte, et leur donner l'ordre de produire une quantité très importante de matrices, de fibres, et cela va jouer un rôle dans la chimiorésistance puisque la matrice dense bloque l'entrée des médicaments dans la tumeur. Donc, si l'on reconstitue une tumeur, il y a les cellules tumorales qui vont exprimer des protéines à leur surface pour donner l'ordre aux lymphocytes de ne pas les tuer. Les cellules tumorales vont aussi activer les macrophages de manière à ce qu'ils bloquent l'entrée des lymphocytes dans la tumeur. Ces deux phénomènes participent à l'échappement immunitaire. Les cellules tumorales vont recruter et activer les fibroblastes et leur donner l'ordre de produire beaucoup de matrices. Cette matrice va se déposer dans la tumeur, mais surtout autour et faire une coque bloquant l'entrée des thérapies dans la tumeur. Enfin, il y a le système sanguin que la tumeur va modifier de manière à avoir accès à tous les nutriments dont elle a besoin. Grâce au vaisseau qui arrive à la tumeur, les cellules tumorales vont pouvoir rejoindre la circulation sanguine et créer des métastases. Comme précédemment, cette étape de dissémination est très périlleuse pour la cellule tumorale, car elle va rencontrer beaucoup de cellules immunitaires auxquelles il lui faut échapper. La théorie du Dr Paget s'applique aussi pour les métastases, c'est-à-dire que les cellules tumorales ne pourront créer des métastases que dans les organes qui présentent un sol ou micro-environnement favorable. En conclusion, en complément des chimiothérapies classiques qui vont chercher à induire la mort de la cellule tumorale, il apparaît évident que le micro-environnement pro-tumoral est à considérer si l'on veut identifier des traitements plus efficaces pour lutter contre le cancer. Aujourd'hui, de nombreuses équipes de recherche, dont celle du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse Oncopole, travaillent sur ce sujet. De nombreuses avancées sont dès à présent mises à jour, permettant ainsi d'ajouter une lueur d'espoir supplémentaire dans la lutte contre le cancer.